Donc Nicolas Rossato, Sage Network Manager, ça veut juste dire que je suis responsable de la stratégie facture électronique chez Sage pour ce qui est Europe du Sud, donc c'est à la fois la France, la Belgique et l'Afrique. L'Europe, c'est grand. Et j'ai rejoint Sage en novembre dernier. Avant, j'étais responsable de l'avant-vente chez un éditeur de dématérialisation qui était le groupe ITsoft News. Et du coup, la facture électronique, c'est un secteur que je connais bien parce que ça fait 10 ans que je travaille dedans. Bonjour à tous, moi je suis Flosie Chupa, je suis consultante en vente chez Sage sur le scope finance de Sage, ce qui veut dire les revues finance, tout le scope de Sage Interpénier, ensemble de ces modules-là, un peu de X3, alors de toute façon savoir qu'on a aussi cette solution chez Sage, et puis tout ce qui est solution experte qui accompagne nos solutions, et c'est pour ça que Maxime en parlait tout à l'heure, la fiscalité, le recouvrement, dématérialisation, BI, etc. Et moi, je suis chez Sage en tant qu'avant-vente depuis maintenant 6 ans. Et avant ça, j'étais plutôt de votre côté. Donc, j'étais comptable trésorière pendant 18 ans. Donc, 9 ans dans le milieu de l'automobile et puis 9 ans dans le milieu bancaire. Soufiane Bellani, donc Société Finoxis, chef de projet consultant sur la ville comptabilité, donc la BU de Jean-Philippe Simier, qui ont déjà travaillé avec nous sur Sage Affaires P1000. Donc je suis sur la partie Sage Affaires P1000 et l'outil ULUA. On présentera cet après-midi avec Flosie. Et comme Flosie, je viens d'un cursus comptable et d'expérience comptable également. Et merci d'être présent. En termes de découpage, donc une introduction rapide. Ensuite, on fera tout un focus sur la facture électronique vue par Sage avec notre positionnement maintenant et à venir. Parce que pour nous, ça va être un axe de développement, on va dire, sur plusieurs années, avec un projet qu'on appelle Network, qui porte la stratégie du groupe jusqu'à au moins 5 ans. Et ensuite, quelle solution Sage pour y arriver? Donc là, on redescendra plus bas en termes d'offres, avec une démonstration aussi de Flosie des différents modules que nous proposons tout autour de la facture électronique. Puis on passera à l'accompagnement Finoxis, c'est une section plus ouverte encore de questions-réponses, même si je préfère que ce soit interactif. Je vais refaire un point sur l'actualité facture électronique et Sage. Alors je ne sais pas si pour tout le monde c'est très clair ce qui va arriver dans 17 mois. Qu'est-ce qu'attend le gouvernement? Qu'est-ce qui va être positionné? L'annuaire, le concentrateur de flux, les différentes échéances. Donc je préfère refaire une passe, pas trop théorique, parce que je vais aller directement à l'essentiel, mais au moins que tout le monde ait les notions. Alors le vrai gros changement qui a eu lieu, en fait, c'est celui du 15 octobre dernier, où le gouvernement a annoncé abandonner ce que vous voyez en rouge, ce qu'il appelait la plateforme de dématérialisation ou le PPF, qui permettait à une entreprise de venir saisir lui-même sa facture dans l'équivalent du Chorus Pro version privée qui était en gestation, de façon à ne pas avoir à s'équiper d'une PDP. Tout ce module-là faisait qu'ils n'étaient pas les échéances de septembre, donc du coup ils ont fini par laisser tomber. Et ils ont imposé à toute entreprise, qu'elle soit à la fois dans le CAC 40, tout comme un auto-entrepreneur, de passer par une PDP. Donc ça a fait converger deux choses. D'une part, ça a obligé les acteurs privés et les gouvernements à travailler ensemble, et pas juste dans une espèce d'attentisme entre on attend les specs, de l'autre côté on attend que vous soyez prêts. Là, maintenant, il y a des sous-commissions AFNOR qui sont mises en place avec des groupes de travail réguliers. On est sur des fréquences de semaine, voire tous les 3 jours, pour avancer rapidement sur les specs, comment on onboard des clients, comment on les intègre dans le réseau de la PDP, comment on discute les PDP entre elles, etc. Donc depuis décembre, on est vraiment rentré dans le concret. En parallèle, c'est depuis maintenant, en fait, depuis mars, qu'on arrive sur les branchements. C'est-à-dire qu'il y a une deuxième partie qui s'appelle l'annuaire. Donc il y a toute une partie du portail du gouvernement qui reste en place, notamment l'annuaire, qui est en fait le service postal, on va dire, d'adressage numérique. J'ai une PDP qui envoie des factures du fournisseur vers le client. Pour savoir où est la PDP du client et que les deux logiciels se touchent, ça doit passer par une espèce de bottin téléphonique, on va dire numérique, qui s'appelle l'annuaire. C'est là où vous avez les déclarations de tous les sirènes, sirettes, qui est ma PDP, pour quel service, etc. Sage va brancher, on va dire, sa PDP à l'annuaire à partir de fin avril.
Donc c'est là qu'on pourra commencer à rentrer dans les tests plus en volume, on va dire. Pour le moment, on était juste sur de l'appel d'API. Sachant que l'objectif du gouvernement, c'est d'avoir branché toutes les PDP sur son annuaire pour juin. À partir de là, on pourra rentrer dans une phase de test en volume de façon plus poussée et commencer à onboarder les clients dans l'annuaire. Dans les notions importantes, il y a le maintien de l'e-reporting et de l'e-voicing. Donc derrière ces termes un peu barbares, en fait, c'est deux types de factures. L'e-reporting, c'est les factures échangées au niveau, ce qu'on appelle domestique, entre acteurs français, on va dire, sur des factures purement électroniques qui respectent les formats du socle. Donc c'est soit des formats de fichiers où il n'y a plus d'images, comme l'UBL et le C2I, et c'est aux machines de reconstruire une image derrière, parce que c'est que du flux de données. Soit c'est un format qu'on appelle le FactureX, qui est un format hybride qui combine un PDF image, où il y a une image de facture, avec un fichier de métadonnées derrière. Le deuxième notion, c'est l'e-voicing. Ça, c'est pour toutes les factures étrangères, parce qu'elles ne sont pas soumises au format du gouvernement. Donc on va dire un fournisseur belge peut très bien vous envoyer des factures en PDF, il a encore le droit. Par contre, de votre côté, il faudra faire état de la TVA auprès du gouvernement. Donc c'est un autre type d'émission, c'est juste des... comment on peut dire, état de la TVA collectée ou encaissée, etc., qui a à émettre auprès du gouvernement tous les 10 jours, et qui sont des types de fichiers structurés avec une nomenclature propre. Ces deux types de fichiers vont passer sur le troisième rôle en bas, vous voyez, de la plateforme du gouvernement, qui est le concentrateur de flux, qui est en fait, au sein de la plateforme du gouvernement, quelque chose qui va analyser et collecter la TVA, et après créer un rapport de TVA, c'est-à-dire plus en plus en temps réel. L'objectif, c'est de faire de la déclaration en temps réel. Pour le moment, ce n'était pas encore le cas. Le concentrateur de flux, lui, commencera à être testé à partir de décembre de cette année. Donc c'est pour ça qu'il y a l'onboarding qui commence en juin de toutes les PDP, pour qu'on ait au moins, le réseau postal qui est fait et que les gens puissent échanger, tester. Et à partir de là, une fois que les échanges sont faits, on pourra commencer à travailler sur la data en tant que telle. En termes de schéma, alors le schéma en Y ne bouge pas, c'est-à-dire que les PDP parlent entre elles s'échangent les différents types de transactions pour pouvoir du coup permettre d'avoir les échanges entre eux et en plus de faire état auprès du gouvernement. Si la notion de cas d'usage vous parle, pendant 1 an et demi, on avait cartographié avec le gouvernement les différents cas d'utilisation que pouvait avoir une facture. Je suis une facture. C'est pas pareil que je suis une facture de sous-traitance où en plus il y a un tiers payeur dans le coin par exemple. Ou alors je suis une facturette ou une facture issue d'un péage autoroutier. C'est pas du tout les mêmes systèmes derrière, les mêmes messages, les mêmes informations légales obligatoires. Donc arrivé à l'octobre dernier, on était arrivé sur une quarantaine de cas d'usage qui étaient documentés dans les specs du gouvernement. Quand le gouvernement a obligé toutes les PDP à devenir obligatoires, par la même occasion, ils se sont rendus compte que les cas d'usage, ça commençait à devenir vachement touffu et qu'on était seul pays en Europe à adopter ce système-là, ce qui était compliqué. Donc maintenant, on est revenu sur les cas d'usage pour les simplifier et ils seront figés à partir aussi de cet été. Dans la foulée, c'est à partir de cet été qu'il y aura aussi des évolutions au niveau législatif pour faire passer réellement dans la loi la partie PDP, les fonctionnements, ce genre de choses. Alors, contrairement aussi aux idées reçues, il y a plein de choses qu'une PDP ne fait pas. C'est pas dans les specs du gouvernement, c'est pas attendu. Typiquement, tout ce qui va être archivage, des maths au sens OCR du terme, etc. Le gouvernement, ça l'intéresse pas. Eux, ils sont vraiment sur le système de transmission et la collecte. Donc, si vous me dites, est-ce qu'à un moment donné, j'ai besoin d'archiver 10 ans de mes factures dans une PDP? Voilà, la réponse sera non, parce que c'est pas du tout le job d'une PDP. Par contre, d'avoir un système d'archivage qui stocke quelque part vos factures 10 ans et qui fait la piste d'audit fiable telle que vous faites maintenant, ça c'est complètement légal et la loi ne changera pas à ce niveau-là. Donc les modes que vous connaissiez avec archivage via piste d'audit fiable ou alors coffre-fort électronique ou alors audit fiscal, eux continuent de s'appliquer. Donc vous pouvez prendre une ou plusieurs PDP. Le plus simple étant de regarder le nombre de PDP que vous avez dans votre système d'information déjà disponible et de sélectionner ceux à qui vous voulez travailler. En fait, c'est une bonne question parce que ça soulève deux choses. Un client n'a pas le droit de se faire imposer une PDP.
Ce qui est apparu en février, c'est qu'il y a des entreprises qui commençaient à dire bah, mon client automatiquement sur ma PDP, je mets dans les conditions générales de vente. Donc ça, le gouvernement ne veut pas. Donc ils sont en train de réfléchir avec nous à un moyen le plus simple possible pour que le client déclare sa PDP de façon comme s'il partait sur un abonnement téléphonique ou un prélèvement SEPA, on va dire. Et ils se sont dit, pour le moment, le plus simple, ça sera un SERFA. Alors, SERFA papier ou alors un formulaire en ligne à déclarer, ça faudra voir. Mais en tout cas, il faut que le client puisse avoir quelque chose sur lequel il donne son accord, c'est un représentant du client qui donne son accord, qui soit identifiable aussi par un commissaire aux comptes et par les personnes qui seront chargées d'auditer les PDP pour délivrer la certification obligatoire. Et par ailleurs, par rapport à votre question, si à un moment donné vous changez de PDP, il y aura une période de carence. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas vous faire sortir du réseau économique, on va dire, d'échange de factures, parce que vous avez changé de PDP. Donc, pour le moment, ce n'est pas encore acté, mais on part sur une durée de 3 mois. Au moment où vous abandonnez votre PDP et que vous prenez à l'autre, vous avez 3 mois de bascule avec l'ancienne jusqu'au moment où vous passez à la nouvelle. Sachant que dans l'annuaire, en fait, vous avez une table avec 4 colonnes, et c'est dans cette colonne-là où il y a l'adressage, c'est-à-dire qu'il y a votre entité légale et le nom de la PDP. Cette table n'est jamais effacée, en fait. Systématiquement, les entrées sont rajoutées, donc ça permet en fait de faire le tuilage. Si vous avez du B2G avec Chorus Pro, Chorus, il disparaît pas pour le moment. Ok. Peut-être qu'un terme, mais pour le moment, c'est pas le cas. En fait, le gouvernement est en train de se considérer son PPF, on va dire, comme une PDP du gouvernement. Ils sont en train de réfléchir à finalement réutiliser leur module pour le mettre et l'adosser à Chorus. Mais comme ça a des coûts et qu'en plus, ils sont déjà en train de faire en sorte de pas tenir la deadline, c'est pour ça qu'ils ont déporté tout ce qui est impôt secondaire. Il y a aussi un projet européen qui s'appelle VIDA de convergence pour petit à petit créer un réseau économique digitalisé de transactions de factures européennes, où là on passerait entre PDP et dire non plus elles sont plus natives, mais ça va pas arriver en 2030. Un petit focus aussi sur ce qui se passe chez Sage en parallèle de ça. Donc, comme je disais tout à l'heure, nous, il y a la partie, on teste avec le gouvernement et on fait les specs avec le gouvernement, in fine. Il y a aussi chez nous un programme qu'on appelle Sage Network, qui lui a démarré il y a maintenant 3 ans. Pour vous donner une idée, en France, il y a 11 logiciels Sage différents, du X3, du Son, de la 1000, Génération Expert, etc. Dans le monde, il y en a une centaine. Et comme les produits sont tous avec des architectures différentes, certains sont dans le cloud, certains sont on-premise, certains sont un peu vieux, certains sont ouverts, certains sont fermés. Network, l'objectif, c'est de fournir un réseau d'API, un connecteur universel qui est dans le cloud, qui n'est pas installé sur les comptes ou sur les plateformes, de façon à connecter l'ensemble de tous nos logiciels nativement, d'amener des choses comme PDP. Il n'y a pas besoin d'avoir du coup XPDP pour tous nos logiciels, ce qui serait juste ruineux pour les R&D. Là, on met une PDP en network, ça me permet à tout le réseau Sage d'être compatible. C'est pour ça qu'elle est, pour nous, on dit qu'elle est sans surcoût et intégrée. Et dès qu'un pays passera sur une nouvelle conformité fiscale, je pense à la Belgique par exemple, à ce moment-là, on le met directement en network, comme ça profite à l'ensemble de la base client. En plus de ça, Network va héberger petit à petit l'ensemble de tous les nouveaux modules. On va faire monter nos tech partners aussi dedans. Donc, plus tard, vous voulez faire de la déclaration, de l'optimisation pour la CSRD, ça sera via Sage Earth dans le network, potentiellement. Vous avez aussi, si vous travaillez avec HelloFicash, ça sera potentiellement passer aussi par le network. Vous voulez faire optimiser des outils de trésorerie, ça sera dans le network, etc. Donc, depuis décembre, nous avons lancé ce qu'on appelle le Early Adopter Programme. Donc, c'est la phase de bêta-test avec des partenaires identifiés qui sont présents sur ces 3 lignes produits, à la fois, qui ont du son, de la 1000 et du X3, de façon à tester avec ces partenaires et leurs clients le bon maillage du network. Et progressivement, on fera après l'ouverture du network à la base installée
Au moment, on vise juin aussi pour faire converger à la fois la PDP et le network, de façon à ce qu'on soit prêt pour la même date cet été, que tous les logiciels, dès qu'ils sont sur la dernière version, c'est ce que je mettais sur le côté là, c'est les versions minimales requises, permettent en fait de discuter avec network, du coup d'accéder plus tard à la PDP au 1er septembre 2026, et sont aussi du coup dans le pays. Par rapport aux versions minimales requises, ça c'est des versions minimales requises pour se connecter à network. Mais dans l'acte technologique du terme, c'est juste j'ai branché la prise. C'est pas forcément les lignes minimales requises pour être compatible avec la PDP. C'est pour ça qu'il y a un effort à faire sur les migrations, ça c'est super important, parce que ce sont les versions Sage récentes qui auront du coup la bonne structure interne pour pouvoir avoir les bonnes mentions légales obligatoires, etc. Et en plus qui auront accès au network. Nicolas, pour 7000, tu affiches V2024 R2, c'est une V11. C'est une V11. Patchée, Ouais, on est d'accord. Tout à fait. Ouais. On parle beaucoup de V11 à nos clients. Donc... Oui, c'est la V11. La version qu'il faut avoir pour être conforme à la facture électronique, c'est la V11. On a changé le mode de fonctionnement et aujourd'hui on est plutôt sur les releases. Je pense que ça, Finopsis, ils vont en parler. Et c'est pour ça que c'est écrit 2024 R2, donc c'est un patch. Donc c'est une release qui est arrivée et qui a mis à jour l'ensemble des données. Il faut savoir que la V11, c'est la version obligatoire. Aujourd'hui, il faut tendre vers cette migration, parce que c'est celle qui sera conforme à la facture électronique. Ensuite, alors notre vision, ça sert pour repartager le positionnement de Sage, à la fois en tant que PDP et en tant qu'éditeur, parce que quand Sage a choisi de rentrer dans la course à la PDP, donc c'était maintenant il y a 2 ans, si ma mémoire est bonne, en fait ça et pour quelqu'un qui était extérieur à l'entreprise, ça donnait 2 visions. C'était le premier éditeur, on va dire, d'un point de vue outil comptable, qui s'est dit tiens, je vais devenir PDP. Moi, j'étais dans le métier de la dématérialisation avant, donc il y a 2 ans, je me suis dit, oula, c'est-à-dire qu'on va se faire sortir du marché directement, parce que si Sage est capable de le faire. Et ensuite, pour Sage, ça a permis en fait de découvrir un monde qui était abordé, on va dire, à chaque fois via des tech partners et parties de touche, qui était celui de l'automatisation. Parce que si on vulgarise un peu, on va dire un outil comptable, c'est un énorme tableur qui est super intelligent et qui a plein de data, mais ça reste un tableur. Et il y a beaucoup de choses qui sont faites encore manuellement, où on clique sur des boutons, ce genre de choses. La PDP et le network, ça a en fait amené aussi la question d'automatisation, parce que à partir de l'année prochaine, les factures papier vont disparaître. En France, c'était déjà un pays mature, c'est-à-dire que la facture mail était quand même très présente. Il y avait déjà des éditeurs qui étaient de l'OCR, ce genre de choses. Faut pas oublier que Sage, c'est à la fois un acteur français, mais aussi un acteur qui est anglo-saxon. Et quand vous êtes aux États-Unis ou en Angleterre, avoir un OCR qui dématérialise les factures et les intègre dans le ERP, pour eux, c'est nouveau, on va dire. Ils découvrent ça depuis 4 ans. Et du coup, en fait, Sage a un positionnement qui a un vrai point de convergence, c'est qu'à la fois, il y a cette culture française, on va dire, de la démat, il y a ce positionnement PDP qui fait amener sur la partie conformité et qui permet en fait de faire disparaître la facture en tant qu'objet pour traiter en flux. Et du coup, c'est un vrai axe pour nous en termes de progression sur ce qu'on va aller de plus en plus loin sur l'automatisation. Donc, à la fois aussi via le network, le job derrière plus tard, c'est de faire disparaître toutes les tâches, on va dire, manuelles, y compris les clics ou ce genre de choses. C'est pour ça que dans network, on fait converger plein de choses. On va amener la partie compliance. On va développer l'IA sur cette base de données-là pour qu'elle soit intelligente et qu'elle puisse elle-même aider, on va dire, au travail quotidien. Notamment, j'ai une facture, j'ai une commande, j'ai une réception. Les 3 ne matchent pas parce que même si j'ai réceptionné des trucs qui étaient commandés, le fournisseur m'a surfacturé. Et dans ce cas-là, autant avoir un robot derrière qui fait la déclaration de l'avoir directement ou qui alerte en tout cas le comptable pour que lui-même puisse valider. D'un point de vue calendrier de la facture électronique, je veux juste revenir dessus aussi, parce que donc nous on fait converger donc, en ce moment le network pour amener, on va dire, le nouveau gain technologique avec la partie conformité. D'un point de vue calendrier du gouvernement, en fait, je préfère aussi bien expliquer ce côté qui est un peu alambiqué. Le gouvernement communique sur 2 dates. Il y a le 1er septembre 2026, tout le monde en réception des factures. Et après, 1er septembre 2027,
Là, c'est l'activation de l'émission pour les TPE et les PME, qui sont en fait, grosso modo, les 2 tiers du nombre d'entreprises dans le maillage total. Ces 2 tapes, c'est un trompe-l'œil. Le gouvernement, quand ils avaient commencé à travailler sur le PPF en 2015 de mémoire, ils avaient déjà annoncé en fait un espèce de calendrier glissé sur 3 ans de montée en progressif des entreprises. Finalement, ils n'ont pas pu le tenir parce qu'ils ont passé leur temps à reporter. Et le moment où on va rentrer en fait dans l'activation, la mise en preuve du réseau, on va se retrouver avec en fait une espèce de Big Bang. Et il donne l'impression, du coup, que tout le tissu le plus faible, ceux qui ne sont pas équipés de logiciels de démat, qui sont les moins susceptibles d'avoir des projets cadrés, on va dire, de PDP, ont une deuxième date pour être aidés. En fait, c'est pas comme ça du tout que ça va marcher. 1er septembre 2026, c'est l'obligation pour tout le monde d'avoir sa PDP en réception. Moi, je suis TPE et PME, à aucun moment donné, je vais m'acheter une deuxième PDP pour faire l'émission. Et il faut, parce que j'aurais pas les coûts, pas le budget, et surtout pas la force en termes de bras pour pouvoir lancer 2 projets coup sur coup. 1er septembre 2026, c'est une vraie deadline, parce que c'est là que l'obligation va tomber. C'est une obligation, c'est-à-dire que si vous êtes prêt sur la démat plus tôt, c'est très bien. Et plus tôt, vous pouvez commencer déjà à envoyer de la facture électronique, utiliser des outils internes, etc. Plus tard, on activera du coup le passage par la PDP, mais pour un utilisateur, ça ne changera rien à son modus operandi. Il a déjà fait le switch vers la digitalisation de son SI. Deuxième point qui est derrière, si vous comptiez en fait faire l'émission en 2027, vous pouvez aussi le faire plus tôt. C'est pareil. Donc du coup, si vous êtes équipé le plus rapidement possible, autant l'utiliser. Surtout que, pour rappel, les tests en volume vont se faire sur la deuxième moitié de cette année. C'est là qu'on connaîtra si l'annuaire fonctionne bien, etc. Alors, le positionnement de Sage et l'approche de qu'est-ce que la PDP. Alors, on a une approche qui a en fait, la PDP, in fine, comment dire, il y a 90 PDP qui sont immatriculés provisoires auprès du gouvernement actuellement. Vous avez sur le site des impôts, vous avez toute la liste. Ça veut dire que 90 entreprises reconnues par le gouvernement font exactement la même chose. Donc pour nous, ça n'a pas de valeur. Et on considère ça comme, dans le jargon de la commodité, c'est-à-dire que c'est pas là-dessus qu'un éditeur va aller se différencier ou amener quelque chose de nouveau. Par ailleurs, quand vous regardez les specs du gouvernement, c'est vraiment PDP, c'est un tuyau qui fait des échanges de factures de façon plus ou moins fine avec les cas d'usage, et sur lequel le gouvernement en a besoin pour collecter la TVA. Donc si je me mets à la place d'un chef d'entreprise, bah, finalement c'est une contrainte, c'est pas ça qui va m'améliorer mon ROI. Et du coup on me demande d'acheter un truc qui ne fait pas de la productivité chez moi. Par contre, et on le voit bien en discutant avec les clients, qu'ils en profitent souvent en fait derrière la PDP, ce qui se cache, c'est plutôt les petites billes blanches que vous voyez, qui sont là en fait des actions qui ont de la valeur ajoutée. Je fais de l'automatisation, je fais de la GED, je modernise mon workflow en permettant d'avoir un système plus global qui me permet en fait d'aller agglomérer mes différents outils comptables les uns derrière les autres. Je mets à jour mes référentiels. Et ça, par contre, c'est des choses qui sont intéressantes parce que ça demande un savoir-faire un peu plus poussé que juste je fais du tuyau, la tuyauterie, on va dire. Et en même temps, c'est là sur lequel le chef d'entreprise va pouvoir en fait dégager du bénéfice. Enfin, du bénéfice. En retour sur investissement. Il s'est équipé d'un outil qui lui amène quelque chose et pas juste pour aider le gouvernement, on va dire. Donc c'est pour ça que chez Sage, on est parti du principe que la PDP, on va pas la faire payer. La partie verte, on va réduire la dépense auprès de nos clients au maximum et considérer que ça doit être plutôt un standard. Je dis plutôt parce qu'en fait, je vais arriver sur ce message. Donc ça c'est le message que je vais expliquer après le plus tôt. Ça c'est le message qu'on pousse actuellement, que vous avez dû le voir sur LinkedIn ou dans la presse. Et c'est un message qui est fort parce qu'en fait, c'est vrai que c'est Sage, on a à la fois l'approche d'outils comptables, ce qui est notre outil de production, ce qui est notre origine, l'approche digitalisation sur laquelle la boîte est en train d'accélérer complètement, et on va se retrouver très rapidement à être le seul acteur qui fait un vrai 360 de tout. Parce que quand vous prenez la liste des 90 PDP actuellement sur le marché, en fait, il n'y en a que 4 qui sont des outils comptables. C'est Sage, Cegid, Pennyline et SAP.
Tous les autres, en fait, font soit de l'OCR, soit de l'EDI, soit du flux bancaire, soit de l'interconnectique directement. C'est des ETL, par exemple. Du coup, avoir la vision complète, c'est finalement assez rare. Donc, je voulais redétailler l'abonnement. Donc là, c'est un plafond mensuel d'utilisation. Donc, si vous voulez vous projeter de façon plus pratique, prenez le chiffre, vous faites x12, ça c'est la volumétrie couverte par l'abonnement sur du FRP 1000. Donc, chez Sage, la PDP, c'est sans surcoût, donc 0 pour 60 000 factures par an. Quand vous voulez être PDP, vous devez être SecNum Cloud, c'est-à-dire qu'il faut que la PDP soit hébergée sur un data center du cloud souverain français. Il n'y a que 3 acteurs sur le marché qui le font. C'est Dassault, c'est OVH et c'est Cloud Temple. Et nous, on est chez Top Cloud Temple. Le problème, c'est que ces 3 normes, en fait, elles sont super coûteuses. Donc, pour les grosses volumétries, celles qui sont au-dessus des 60 000 factures par an, si on continuait sur le même tarif, en fait, on fermait boutique et on coulait. Donc, c'est pour ça qu'il y a ce palier, on va dire, sur la PDP. Après, en termes de tarification, les factures qui sont derrière en dépassement, on est sur des tarifs qui restent très inférieurs au prix du marché, parce qu'on est sur de la fraction centime à la facture. Hop. Alors, juste pour expliquer nos petites slides visuelles du network que j'ai tout à l'heure. Donc, vous êtes sur la dernière version, vous communiquez avec le network. Le network, c'est une espèce de gros rond vert, gris, vous voyez gris, oui, qui embarque tout le reste. Et à partir de là, il appelle la PDP. Et c'est pour ça que là, on a mis un FRP 1000, il est conforme. Derrière, après, il y a X acteurs, qui interagiront avec le network. J'ai un autre schéma plus tard qui viendra plus en détail avec les différences entre le flux de vente et le flux d'achat. Et j'ai du Sage, du non-Sage, etc., comment je me connecte. C'est pour vous donner une idée de l'idée derrière. Et je le répète, il y a la partie PDP, c'est ce que je vous ai montré juste avant avec les prix. Donc ça couvre la connexion au network, la partie conformité française, et aussi Connect, qui est un portail collaboratif qu'on a intégré dans le network, qui permet en fait d'avoir un outil visuel pour voir les factures, échanger dessus, mettre des litiges, etc. Parce que la subtilité, c'est quand vous discutez de PDP à PDP, c'est pas très sexy parce que c'est 2 machines qui se parlent. Les factures, c'est juste des transactions informatiques, et pour des humains, c'est pas très parlant. C'est pour ça qu'il y a un portail qui permet en fait de voir l'état, où on en est, d'onboarder les fournisseurs ou les clients aussi dedans, et d'avoir l'interaction avec eux. Alors, l'approche du marché, ça c'est un rappel graphique de où on en est sur aussi les différents jalons d'avancement. Donc, ce que je disais tout à l'heure, 2025 et 2026, il y a toute la partie en gris bleu clair, vous voyez, donc la phase pilote avec les POT invoicing, etc. Donc là, c'est la partie travail avec le gouvernement. Donc on construit le réseau PDP. On est dans les commissions AFNOR pour définir les différentes normes. Et ensuite, l'AFE sera en mise en production le 1er septembre. En dessous, vous avez tout ce qui est Early Access. Alors j'ai mis FRP 1000 sur le côté. On a les mêmes parcours aussi pour X3, la 100, la 50. Donc, sur la 1000 et sur X3, donc là on est en train de travailler en interne sur tout ce qui est émission et réception des factures. En fait, ce que je disais tout à l'heure, Sage est un des rares acteurs parmi les PDP à faire le 360, d'avoir à la fois être l'outil comptable et d'avoir les outils PDP type pas de la NEMAT, on va dire. Du coup, là où un éditeur va vous dire, on demande de la démat, moi je suis PDP ready parce qu'en fait je fais l'import-export des factures et je parle au gouvernement, c'est sa vision à lui de son champ d'action qui est en fait d'intermédiaire. Sage, un des gros efforts qu'on a auprès de nos R&D, c'est de mettre aussi l'ensemble de toute l'architecture des différents systèmes comptables qui soient conformes au cas d'usage. Que quand ce soit nous qui créons les factures, par exemple, elles soient conformes, il y a toutes les mentions légales obligatoires, tous les statuts soient suivis en temps réel. Pareil, quand on les reçoit, qu'il y a un système, par exemple, je suis sur un cas de tiers payeur avec un facturage, etc., qu'elle soit clairement gérée. Donc, on a à la fois la vision, on va dire, du transmetteur classique, PDP, ce qu'attend le gouvernement, mais on est allé plus loin. Et c'est un positionnement qui est intéressant parce qu'il y a plein d'éditeurs d'outils comptables sur le marché. Je pense à de l'Infor du Microsoft,
ne sont pas positionnés comme PDP, parce que toute cette partie-là, ils ne la font pas. Ça les intéresse pas. Donc le fait d'avoir une vision complète à la fois sur la production de data, ce qu'on fait des data et ce qu'on fait en termes de PDP, ça permet en fait d'aller beaucoup plus loin d'un point de vue garantie de la sécurité une fois qu'on soit au 1er septembre 2026. C'est vrai que le majeur travail de R&D actuellement, c'est pour ça qu'on mettait l'émission des factures de vente réception, c'est actuellement de mettre conforme aussi les outils comptables en tant que tels. D'où les migrations, à la fois pour communiquer au network et pour récupérer en fait les patchs qui permettent d'être conformes pour la structure en tant que telle. Alors, intégration des cas d'usage multiples liés à AFNOR, c'est de la roadmap pour le coup. Et comme ils évoluent encore dans le temps et qu'ils seront vraiment figés que cet été, du coup, on évolue aussi dans le temps avec eux. Synchronisation annuaire, contrôle combinatoire, data clean and control, ça c'est important aussi. En fait, on a un module qui permet d'assainir les bases de données pour qu'elles soient sirénisées et faciliter le travail d'adressage. Imaginez, vous prenez une PDP, voilà, elle fait son travail de passe-plat, ça ne veut pas dire que vous êtes conforme, parce qu'en fait, si derrière votre outil comptable n'est pas travaillé, c'est-à-dire que les référentiels clients et les référentiels fournisseurs n'ont pas les bons sirènes, pas les bonnes data, il y a des doublons, etc. Plus tard, au 1er septembre, quand il faudra envoyer les factures, ça va partir dans le décor. Et du coup, la PDP vous dira je ne reconnais pas dans l'annuaire du gouvernement, du coup, j'en vois pas, vous serez coincé, il faudra mettre à jour le référentiel. Si vous avez tout le référentiel à mettre à jour au même moment, ça va être un peu compliqué. Donc, on a des outils, donc on propose déjà d'une part de faire l'analyse, prendre data clean et contrôle aussi pour aider. Parce que lui va permettre d'aider à la reconnaissance des sirènes sirettes. Dès que l'annuaire sera un peu plus sec, on pourra le connecter aussi en live à l'annuaire, comme ça permettra, au moment où vous faites les tiers, d'avoir les contrôles aussi de l'annuaire pour être sûr que c'est fait dès le départ. Et on se base dessus pour s'assurer que tous les clients, du coup, soient au max ceinture bretelle, prêts pour le 1er septembre 2026. En bas, vous avez FRP1000 Démat, donc ça c'est ACS, SFD ou plus tard aussi Connect. On est en train de travailler aussi avec eux pour qu'ils puissent assurer leur rôle classique sur la réception et l'émission de factures. Il y a en fait une offre qui va être faite pour l'émission de factures de façon électronique parce qu'on a dans le parc des GESCOM qui sont pas compatibles Sage et qui sont aussi trop vieilles, qui fournissent des PDF par exemple, ce genre de choses. Du coup, on pourra utiliser la démat pour les transformer en données numériques et les lier à notre PDP. Et aussi le fait de mettre nos outils de démat, on va dire, sur l'annuaire aussi. Alors, PDP, donc c'est les 90 éditeurs reconnus par le gouvernement qui ont le droit de se brancher à l'annuaire et qui sont officiellement les postiers, on va dire. OD, outils de dématérialisation, c'est les 350 entreprises en France qui font des prestations liées des services à la démat, mais alors c'est vraiment au sens large du terme. Ça peut être très bien à la fois des GED, comme des outils d'OCR, tout comme des outils de workflow, tout comme des flux d'optimisation de paiement. Il y a de l'EDI, c'est vraiment très varié, qui du coup ne se sont pas inscrits comme PDP, mais qui interviennent à un moment donné quelque part dans la chaîne de facturation. Donc ces éditeurs-là, en fait, doivent s'accoler à des PDP pour, du coup, continuer d'exister ou de travailler. Alors, on reprend l'exemple de chez nous, on a ACS SFD. Si son nom est sur la 100 et la mise, c'est la même chose, mais c'est pas le même nom, parce que c'est compliqué. Et eux, ils sont OD, mais du coup, ils travaillent avec Sage pour être PDP, continuer de travailler, et en plus, on va les mettre dans le network, de façon à ce qu'ils puissent proposer leurs services au travers du network. Sur un flux de factures fournisseurs, un flux de factures achats. Mon fournisseur est français, il est conforme, il a une PDP. La PDP envoie ses factures via l'annuaire. L'annuaire, lui, est connecté, référencé Sage, etc. La facture, du coup, passe par la PDP de Sage qui est en network, le gros carré gris anthracite. Et à partir de là, la facture redescend dans, là j'en ai mis que 3, mais la suite de logiciels Sage que vous avez. Et conforme parce qu'en fait, elle accède à la network, et donc du coup, elle accède à la PDP. Ça, c'est le cas nominal le plus simple. Votre outil est à jour. De l'autre côté, ils sont bien, et PDP à PDP, on communique. Ensuite, vous avez SFD, donc, qui est disponible actuellement déjà, vous pouvez l'avoir. Plus tard, va être porté aussi dans le network pour pouvoir utiliser la PDP. Fait deux choses.
Bon, on va garder le RECR parce que ça permet de traiter directement les factures internationales et de les recevoir et les digitaliser, ça amène de l'automatisation. C'est pour ça que notre fournisseur, bah là, pour le coup, il est chinois, il vous envoie une facture, elle part, elle redescend, c'est SFD qui la capte, lui, il est connecté à la PDP, tout est OK, et en plus, après, il la déverse dans le set qui est concerné. En plus, SFD propose d'autres choses, notamment des workflows, ce qu'on appelle le PO matching, rapprochement 3 voies, des workflows de BAP, ce genre de choses. Donc, ils peuvent très bien récupérer les factures électroniques de la PDP pour proposer leur service à valeur ajoutée. Et on va mettre sur le marché à partir d'avril aussi 2 autres types de fonctionnement. Il y a le flux de facture, j'en parlerai après, sortant. Et il y a aussi la partie GED. Parce qu'une fois que vous avez digitalisé les factures, en passant le 1er septembre 2026, tout ce qui va être bon de livraison, contrat, devis, etc., vous allez avoir envie de les stocker au même endroit, on va dire. Ou d'avoir une GED. Donc, nous, on va s'appuyer sur SFD. Je vais réexpliquer de façon simple. Le fournisseur, il vous envoie une facture. Il n'a pas le plan comptable, il ne peut pas deviner. Du coup, il vous envoie sa donnée de facture telle qu'il la connaît actuellement. Ça vient ici, et là, il faudra vous le compléter manuellement. Vous ne voulez pas le compléter manuellement, vous préférez l'automatiser. Là, vous prenez ACS, et en fait, la PDP envoie ACS, qui lui va du coup le compléter, et après, ça la part en compta directement sur le BAP. C'est bien fait. Par contre, si vous ne passez d'ACS, c'est-à-dire que vous avez des gens chez vous qui feront un peu de saisie encore. Jusqu'à 2028, 27, je sais pas, quand ça sera fini, ou là on aura cette JAI qui tournera derrière, avec Copilote qui fera tout, mais là on est dans le futur. En fait, il y a la Sage Connect avant, mais ça c'est... On va passer vite fait. Donc ça c'est le portail, on le montrera, Fossi vous le montrera, il est dans le network, il s'appuie sur la même base de données que la PDP, donc tout ce qu'il affiche en fait c'est synchrone. C'est ce que vous voyez dans le Connect, c'est ce qu'il y a dans la PDP, c'est ce que du coup un fournisseur peut aussi interagir. Vos fournisseur est sur SAP, vous n'êtes pas d'accord avec lui, il y a un litige, il peut très bien aller dans Connect pour travailler. Sachant que Connect va monter en puissance à partir de l'année prochaine, parce qu'il va aller aussi sur des fonctionnalités de paiement et de recouvrement. Donc, ce qui est plus intéressant pour l'autre flux. Mais du coup, il deviendra aussi une autre façon d'automatiser, et que vous pouvez après prendre ou pas. SFD, Connect, pas Connect, CJI plus tard, etc. On va dire ça. Le but, c'est d'avoir la couverture, d'être souple après, en fonction de vos choix, c'est très couvert. Et on arrive sur le non-Sage. Donc là, vous avez un autre outil qui est pas un outil comptable qui est PDP, par exemple. À partir de cet été, entre mai et juin, on va ouvrir ce qu'on appelle l'API publique en français, ou Sage Network pour les développeurs en anglais, mais c'était moins sexy. Le but, c'est de fournir en fait un connecteur dans le network pour brancher du non-Sage dessus. Donc ça serait un connecteur, on va dire, universel sur lequel votre intégrateur peut faire le branchement pour mettre du non-Sage. Donc, vous avez un Sage quelque chose chez vous. À côté, il y a Microsoft ou Infor. Eux, ils ne sont pas PDP. Du coup, on utilise le port, le network pour les brancher et les rendre PDP. Donc ça, c'est un service additionnel. C'est pas prévu dans la grille que je vous ai montré tout à l'heure. Comme ils ne sont pas clients eux-mêmes, on va dire, c'est des volumes de factures sur lesquels, du coup, il y a de la plus-value. Plus de vente. Vous avez un set qui est conforme, il parle avec Network, il envoie à la PDP, qui envoie après à la PDP du client, qui envoie au client. Voilà, c'est le flux inverse. Vous avez Connect, qui est au même endroit, qui fait la même chose, mais dans l'autre sens, du coup. Et là où c'est divers, c'est en fonction du type de solution que vous avez en interne qui émettent les factures. Donc, soit elle est conforme, c'est-à-dire qu'elle est capable d'appeler l'API Network, et qu'en plus, elle est capable de bien créer les factures sur les bons fichiers, etc. Dans ce cas-là, elle peut passer par l'API publique Network for Developer pour appeler directement la PDP de Sage. Soit elle n'est pas conforme. Typiquement, c'est une JSCOM qui sait faire que du PDF image ou des fichiers Excel cracra, ou ce genre de choses. Et dans ce cas-là, en fait, il faut avoir un transformateur, et dans ce cas-là, on passe par SFD.
qui lui les transforme, les met dans les bons formats et discute avec sa PDP qui est à côté, qui lui-même fait l'envoi. On va faire la pause. Oui, effectivement, le Data Clean Control, donc je ferai une démo juste après, après la pause de toute façon. On en a un peu parlé, hein, c'est pour mettre à jour déjà la base tiers existante, l'épurer, rajouter des données, la rendre conforme à la facture électronique, et puis aussi se dire, moi j'ai un nouveau fournisseur, un nouveau client, j'ai que son numéro SIRET, ça va aller se connecter sur cette base, je vais rentrer le numéro SIRET, ça se connecte, ça vient m'amener de façon automatique, comme je vous ai dit, l'adresse, le numéro de TVA Tricom, etc., etc. Ça crée ma fiche tiers. Et on a un nouvel élément aujourd'hui dans Sage FRP 1000 qui vient coucher conforme ou pas conforme à la facture électronique. Alors, on a parlé de DCC tout à l'heure. Je vais commencer par ça. Encore une fois, on va épurer la base tiers, créer de nouveaux tiers, c'est connecté en standard avec l'API Sirène. Demain, ça sera connecté avec l'annuaire d'entreprise. Ils amènent un plus pour venir être conforme à l'ensemble de ces éléments. Donc là, moi, je suis dans Sage FRP 1000. Je ne sais pas si ça vous parle. On a parlé de conformité facture électronique et c'est l'objet de cette session de ce matin. Il faut savoir que le fait de passer aussi sur cette nouvelle version fait que vous avez de nouvelles fonctionnalités qui sont arrivées et on a voulu aussi changer l'ergonomie. C'est pour ça aussi que vous ne reconnaissez pas les solutions. Pour être plutôt orienté utilisateur. Ça, c'est un tableau d'activité qui me permet d'avoir des raccourcis. Typiquement, si je clique sur inscription mise à jour des sociétés, automatiquement, ça va m'emmener sur le traitement concerné, sur l'écran concerné, et puis je vais pouvoir faire ma tâche. Ces tableaux d'activité, dans les anciennes versions, vous les avez aussi, c'est d'ici la V8, il me semble, V8, V9. Moi, je suis en web. Alors, sachez que peu importe votre version de solution, vous pouvez travailler en web. Aujourd'hui, il y a encore la version 7.8 où les évolutions en client web étaient moindres et côté client lourd, on va dire, c'était plus rapide, etc. Aujourd'hui, vous n'êtes pas sans savoir qu'on va dans le cloud et c'est le web qui prime. Donc, la majorité des évolutions et, comment dirais-je, tous des éléments de lenteur ou autres que vous aurez pu rencontrer hier sur le client web n'est plus. Et on est en train d'améliorer encore toutes ces performances parce qu'aujourd'hui, l'avenir, c'est d'aller dans le cloud. Le client lourd, aujourd'hui, on laisse le choix à nos clients d'avoir ces deux versions. Cependant, demain, il faudra privilégier le client web. Même si c'est ça, on va avoir le choix de se dire on a des serveurs en interne aujourd'hui, on les a achetés il n'y a pas longtemps, on veut garder chez nous pour l'instant. Dans 10 ans, je ne sais pas. Mais on travaille avec le client web. Le client web propose une nouvelle ergonomie avec des menus qui sont sur le côté. On va les dérouler. J'ai des tableaux d'activité qui vous permettent d'avoir différents raccourcis, des favoris. Ça, c'est l'accompagnement, la conduite au changement. J'ai un nouvel utilisateur qui arrive. Moi, j'ai besoin qu'il m'aide plutôt sur la partie vente. Je veux qu'il aille me créer une facture, je veux qu'il aille me faire une commande, etc. Je n'ai pas à lui dire, il faut aller dans le menu qui est à droite, aller chercher la partie vente, aller chercher les factures, etc., etc. Il va juste sur les différents liens et puis ça va lui faire, je vais aller saisir une commande, simplement il va sur l'écran. D'accord ? Donc ça vous permet de gagner du temps, gagner en productivité et c'est l'objectif aussi aujourd'hui. C'est de se dire, le métier de comptable change. Cet après-midi, je vais parler de l'ANC 2025, le plan comptable, le PCG de 82 que tout le monde connaît ici, il change. Il y a des comptes qui vont disparaître, il y a des comptes qui apparaissent, il y a des modes de fonctionnement qui sont différents, d'exceptionnel ou du super exceptionnel. Alors, comment identifier
Je sais pas encore, mais c'est comme ça. Nous, on veut aussi qu'à travers nos solutions et de par ces nouvelles versions, ben, le comptable, il n'est pas là pour aller faire de la saisie, on est bien d'accord. Hein. Moi, faire une saisie de facture, ça ne m'apporte rien. Ça n'a pas de valeur ajoutée. Par contre, aller faire de l'analyse, aller faire du comparatif, etc., c'est ça qui a de la valeur ajoutée aujourd'hui. Et c'est ça aussi vers quoi tend le métier de comptable demain. C'est pareil, hein, les jeunes d'aujourd'hui, ils veulent travailler comme sur Internet. Hein. Tout de suite, j'ai un neveu de 21 ans qui habite chez moi et je peux vous dire qu'il me dit « Mais non, mais là, on ne peut pas faire comme ça. » Pas encore, en tout cas. Même si ça reste carré, puisque ça reste de la comptabilité. D'accord. Donc moi ici, j'ai des tableaux d'activité. Je suis sur la version 11 hein, de la solution. Alors, j'étais sur un écran qui a disparu. Je vais regarder ici, je suis désolée. Je vais chercher mon petit... Vous voyez, on a une bibliothèque d'État qui est à disposition, qui nous permet de passer d'un écran à l'autre. Donc, on a parlé du DCC. Pour le DCC, ben moi, c'est un tableau d'activité ici. Je vais minimiser mon écran ici. Et qui me permet d'une... l'exploitation quotidienne, comme c'est écrit, avec la création à partir d'un sirène ou un assistant qui va me permettre de créer automatiquement, en plus de nettoyer ma base, de créer automatiquement un tiers, d'accord, une fiche tiers. Donc si je vais sur mon assistant ici, alors est-ce que dans l'assistance, quelqu'un connaît son numéro SIAD par cœur? Allez. 330. 405, 705, 872. Donc là, est-ce que c'est bien vous? Ah oui, c'était petite fille, c'est ça? Ok. Donc là, automatiquement, j'ai saisi votre sirène. Il est allé chercher sur la base sirène les éléments vous concernant. Donc, je peux sélectionner ces éléments et puis, donc on va le sélectionner. Alors, il y a un certain nombre d'établissements. C'est ça? Bon, on va en prendre une au hasard. Et alors, il a aussi cette capacité de se dire, bon, je vais prendre la maison mère, et puis après, je peux créer aussi l'ensemble des établissements dans la fiche tiers, hein, bien évidemment. Je vais le créer, et puis on va aller voir. On va aller voir le tiers, création du... Ok, Montpellier. Et vous voyez, automatiquement, il est venu amener l'ensemble. Alors, c'est un peu petit peut-être, mais comme je suis sur mon écran, je vois que tout le monde essaye de... Je vais essayer de grossir un peu. Donc, du coup, automatiquement, il a créé mon tiers. Alors après, je ne l'ai pas sélectionné, les bons éléments, comment dirais-je, la société mère, etc. Et puis, je verrai aussi si ma fiche tiers est conforme ou pas. Là, en l'occurrence, comme je n'ai pas pris la bonne adresse, je pense que Montpellier, ça ne doit pas être... c'est ça, tout à fait. Donc là, il faut que j'aille encore le qualifier. Donc, je pourrais relancer des éléments pour aller faire du picking, prendre la bonne adresse, etc. Et il va me dire, ma facture, mon tiers est conforme à la facture électronique. D'accord? Parce qu'il a bien les bonnes informations au bon endroit. Et ces informations seront reprises dans le flux de facturation électronique. D'accord? Donc là, on a cette partie sur le DCC. Si je reviens ici, je vais fermer mes éléments et je vais revenir ici. Donc on a dit qu'on avait le Data Clean and Control qui nous permet aujourd'hui d'avoir cette aide sur les factures. Et puis, aujourd'hui, on a Connect, Sage Connect. Donc, Nicolas en a parlé tout à l'heure. C'est un portail sur lequel on va pouvoir voir ces échanges par rapport à la PDQ. Donc, moi, je veux
si je veux simplement de la mille, créer une facture que je vais envoyer dans ce portail Connect, je peux ici venir créer une commande. Je vais créer une commande, simplement. Donc, je crée ma commande, d'accord, simplement. Et puis, je vais transformer cette commande en facture. Facturation directe. Je vais aller valider ma facture tout de suite. Je pourrais aller revenir sur mon tableau d'activité pour aller valider cette facture. Et je vous avoue que je vais tenter une synchronisation. De vous à moi, tout à l'heure, j'ai été déconnectée. Ça ne voulait pas se synchroniser, mais on peut quand même essayer. Mais j'irai dans Connect pour vous montrer. J'en ai pris une autre pour anticiper ces éléments. Quand je lance une synchronisation, je fais cette action manuelle. Cependant, demain, ces éléments seront transparents pour vous. Créer une commande facture de façon automatique. La synchronisation, vous voyez ici, il dit qu'il s'est synchronisé pour l'envoi de la facture dématérialisée, facturiste. Donc UBL aujourd'hui, le format choisi par Sedge, c'est le format UBL. Et on rajoute, ce que je dis FactureX, mais FactureX, c'est la facture, l'XML, on va dire, qui est par la personne, voilà, le fichier de la data, et le PDF associé. Ça, c'est la FactureX. Sedge a choisi UBL, donc ça, c'est que le format XML qui parle à la personne. Et en plus, on associe quand même le PDF. D'accord? Donc, on a choisi un format donné, mais on associe le PDF pour que ça puisse parler à tout le monde. Donc là, ça s'est synchronisé. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans Sedge Connect. Alors, il s'agira d'avoir un ID, donc un login mot de passe, bien évidemment, pour Sedge Connect. Souvent, c'est avec l'adresse mail pour se connecter sur Sedge Connect. Et là, j'arrive sur... donc moi, c'est ma société Evan Equipe avec différents tableaux de bord. Et puis, j'ai la possibilité d'aller voir mes factures clients. Parce que j'ai fait une facture à l'instant pour la société Acaris. Donc, je peux aller voir directement l'ensemble de ces éléments. Voilà, je suis sur le portail client. Je reviens ici. Page d'accueil, les transactions. C'est plutôt comme ça. Donc là, j'ai toutes mes transactions. Donc, vous voyez ici, c'est un autre portail, mais qui est complètement connecté. Et vous avez les différents statuts. Aujourd'hui, l'administration fiscale dit qu'on a 4 statuts obligatoires. Cependant, il y a 14 statuts, il me semble. Des factures rejetées, en litige, crédit, etc., etc. Donc, dans nos solutions, dans les solutions de Sedge, nous, on va répondre demain aux 14 statuts. Là, aujourd'hui, pour les différents tests, on va avoir les 4 statuts obligatoires. Mais demain, on aura les 14 statuts proposés par l'administration fiscale. D'accord? Et ici, vous voyez, j'ai une colonne là qui me dit que ma facture elle a bien été envoyée. J'ai même la partie échéance qui est récupérée. Donc, j'ai fait ces différents éléments dans la compta. J'ai la prise en charge, que la facture elle a été déposée et j'ai des factures qui sont à régler, des factures qui sont en retard. D'accord? Donc, ça, ce sera les différents éléments et je peux même avoir un visuel de la facture. Alors, est-ce que j'ai la facture que je viens de faire à l'instant? On est le 20, c'est ça, c'est celle-là. Société Acaris. Donc, j'ai aussi le visuel de la facture. Vous voyez ici, si je fais imprimer, nous, le flux, la data, ça ne nous parle pas en tant que comptable. On est bien d'accord. L'État attend des données. Cependant, nous, on a besoin encore aujourd'hui d'avoir des informations et le bon vieux PDF, on n'imprime plus, c'est déjà pas mal. Mais en tout cas, on a besoin d'avoir l'image de la facture. Donc là, on a l'image de la facture qui reprend toutes les mentions obligatoires. Donc, on a le flux nous disant que ça a été déposé, d'accord, dans la plateforme, et on a aussi l'image de la facture sur laquelle on va pouvoir s'appuyer.
Donc là, on a le visible, on a Sedge Connect et on a aussi la possibilité, si je reviens ici, je reviens plutôt ici, on a parlé de, je ne sais pas si on a parlé du Magic Link. C'est pour les clients qui ne sont pas soumis à la facture électronique, mais on veut quand même qu'il reçoive sa facture, donc on va lui envoyer sa facture. Et on a aujourd'hui ce qu'on appelle le Magic Link, qui nous permet d'envoyer à un client à travers une adresse mail, un lien, qui lui donne la possibilité de venir se connecter sur ce portail-là. Donc là, vous voyez, moi, j'ai fait une facture à Caris, pour Acaris. Moi, je suis la société Evan, mais Acaris, donc mon client, il a la possibilité de venir se connecter aussi sur ce portail et d'avoir les informations sur ces différentes factures qui ont été émises, et puis de remonter sur ces éléments, de pouvoir même communiquer. Il a la possibilité aussi d'envoyer un message ou autre, disant ben non, je refuse la facture pour X raison, ou il manque quelque chose, le numéro de commande ou autre, sur ces différents éléments. Donc on a aussi la possibilité, même si ce n'est pas un client avec une solution Sedge, de lui donner cet accès-là. Donc là, je vous ai montré le portail Sedge Connect, mais encore une fois, tout à l'heure, Nicolas en a parlé, Sedge Network, ça va être une plateforme de service, qui veut dire, demain, vous avez besoin pour les faire du règlement de façon automatique, ça va aller le faire. Vous avez besoin d'un portail client. En fait, vous allez pouvoir cliquer, on va dire, il y aura une liste et se dire, bah, moi, demain, j'ai besoin d'avoir un portail client dispo. Ben voilà, j'ai ce service-là. Alors, derrière, il y a un éditeur de solutions, hein, bien évidemment. Mais ça sera complètement connecté à travers API. Ça va se parler entre elles. Et vous, de façon automatique, vous aurez accès, puisque vous aurez le Sedge Network. Sur la partie DCC, tu nous as montré comment on crée un assistant de création. Est-ce que tu as des choses à nous montrer sur le nettoyage ou la mise en conformité de la base client? Vous voyez ici, j'ai lancé une qualification en mars et il va me dire, ben voilà, donc tous les tiers que j'ai dans ma base, j'ai des modes de règlement sans code EDI ou j'ai des taxes par effet. Voilà. Il va aller qualifier ces éléments. On peut cliquer et remonter. Là, j'ai des éléments qui sont à qualifier facture électronique. Je peux aller remonter sur le tiers et aller mettre en conformité ce tiers simplement. Donc ici, si je remonte sur les éléments qui sont à qualifier, il va me ressortir les éléments normalement, vous voyez, et puis après je peux remonter hein, bien évidemment sur mes tiers, vous voyez, catégorie facturation électronique qui est à qualifier. Je peux repartir sur la base sirène, hein, encore une fois, hein. Ici je peux aller prendre l'assistant, repartir sur la base sirène, et puis il va me proposer des éléments, je mets à jour, je valide, et mon tiers il est mis à jour. Donc je peux aussi, soit je crée, tout à l'heure j'ai pris un code pour créer, pour vous dire que c'est bien connecté, hein, madame, je ne connais pas, donc du coup c'est bien connecté à la base, à l'API sirène pour récupérer les données de façon automatique, mais on va aussi pouvoir se dire, bah, j'ai déjà ma base tiers, je qualifie, je nettoie, et je peux faire ça aussi en masse. Vous voyez, j'ai lancé une qualification de masse, et puis après je vais épurer l'ensemble de ces éléments pour être aux normes. Voilà un peu ce que je voulais vous montrer. Encore une fois, hein, la V11, vraiment. Je pense que le côté Finopsis, ça a été fait aussi. Mais ça va vous faire gagner en productivité. Vous voyez, l'ergonomie est différente. On essaye quand même d'être orienté plutôt utilisateur. Parce que demain, les jeunes qui arrivent, ils veulent travailler comme s'ils étaient sur un navigateur Google dans leur chambre en train de changer de page. Donc l'objectif aussi, c'est aussi de répondre à ces différents besoins et puis d'être conforme à tout ce qui est légal. Je voulais quand même vous présenter la roadmap de Sedge FR 1000. Alors peut-être que tout le monde n'a pas Sedge FR 1000 aujourd'hui, mais en tout cas,
On a une roadmap, il y a du légal. Vous avez vu, on est, il y a tout ce qui est l'EDI, TVA, la mise à jour pour les liasses, etc. Donc ça, c'est des choses qui arrivent. Il y a des dashboards, j'en ai montré tout à l'heure sur la facture. Il y a beaucoup de dashboards qui vont arriver. L'objectif demain, c'est aussi de se dire, j'ai mes dashboards, je me connecte en fonction de l'utilisateur. On avait déjà un peu ça, le comptable client, il a sa balance AG client, comptable fournisseur, ses éléments, le trésorier, sa position, son solde bancaire, etc. Et puis que ça soit plutôt interactif. On clique, on remonte sur un lien, on remonte sur la facture, on va voir les différents éléments, on analyse les différents éléments. Donc, il y a beaucoup d'éléments qui vont arriver en ce sens. Le CEPA ISO 20022, je ne sais pas si ça parle à tout le monde, c'est une nouvelle norme liée au CEPA qui dit qu'on est obligé dans le fichier XML rajouter des balises complémentaires sur les adresses. Donc ça, c'est quelque chose qui arrive là, courant 2025, parce que l'obligation, c'est à partir du 1er janvier 2026, il me semble. Cette application. C'est pour ça que je voulais montrer aussi la roadmap. On va avoir des choses sur la facture électronique. De toute façon, on est obligé d'être prêt pour 2026. Et on y travaille. Cependant, on essaye aussi à côté de faire évoluer la solution sur différentes fonctionnalités. Je sais qu'il y a eu une régularisation qui est faite sur les CCA, PCA. C'est des choses qui arrivent aussi prochainement. Et je vous ai dit que la version compliance, la version qu'il faut pour la facture électronique, c'est la V11. Aujourd'hui, on n'a pas d'objectif sur une nouvelle version. Par contre, on a des releases, on appelle ça, c'est tous les 6 mois. Puis on a des patchs qui arrivent régulièrement et qui met à jour des fonctionnalités dans l'application. Donc c'est pour aussi, même si on ne va pas avoir une version majeure, on a quand même de l'évolution qui arrive régulièrement dans l'application. On a des éléments sur la facture électronique, bien évidemment, la synchronisation de façon. Tout à l'heure, synchroniser avec Sage Connect, c'est automatique, ça c'est des choses. Vous n'avez pas à aller cliquer sur un bouton pour aller synchroniser. Les éléments, ils vont se synchroniser de façon automatique. Donc ça, c'est des choses qui vont aussi arriver. Et Sage Copilot, du coup, Nicolas en a un peu parlé. On va rajouter l'intelligence artificielle. Donc demain, en tout cas, c'est ce qu'on espère. Là, je parle en tant que comptable. On va se dire, sors-moi une balance AG, sors-moi mon encours client sur tel client, etc. Et c'est Sage Copilot qui va le faire, qui va automatiquement me sauver soit la balance AG, soit mes clients qui sont bloqués. Voilà, je lui dis, sors-moi toute la liste de métiers bloqués. Il va me sortir toute la liste de métiers. Aujourd'hui, il est en cours d'apprentissage. Et j'ai aussi juste une petite précision, parce que vous voyez apparaître à plusieurs endroits, virement instantané, antifraude, compatibilité DSP3. On est en train de travailler pour aller vers aussi des solutions de paiement directement intégrées dans les solutions chez nous. Donc c'est parti par les anglo-saxons qui ont intégré dans les outils, notamment dans Connect, les méthodes de paiement de chez eux. Donc on se retrouve avec du Stripe et du PayPal, ce qui n'est pas applicable pour la France. Et du coup là, on est en train de faire en roadmap l'intégration en fait du DSP2, aussi de la possibilité de faire de l'open banking et d'aller permettre à un client via Sage de chercher directement en fait un système qui décide de différentes sources de financement et lui propose des sources de financement qu'il peut lui-même choisir pour payer derrière. Ça c'est des choses qu'on va mettre progressivement sur le marché à partir de la fin de l'année jusqu'à toute la roadmap de l'année prochaine aussi. En fait, on a distingué les deux types d'hébergement. Il y a les hébergements que vous connaissez actuellement avec nos offres d'hébergement classiques, ça on n'y touche pas. C'est juste le network va appeler la PDP, elle, qui est sur Cloud Temple. Parce que, en fait, l'obligation française, c'est d'avoir la PDP sur l'hébergement Cloud Souverain, mais ça ne va pas plus loin. Donc, du coup, comme c'est super coûteux, on a mis que la partie obligatoire. On pourrait essayer de passer à la slide accompagnement Finopsis. Merci Nicolas. Donc l'accompagnement Finopsis pour les clients, essentiellement c'est GFRP 1000, ça peut être valable pour d'autres utilisateurs, d'autres solutions. Donc comme vous avez pu l'entendre, l'objectif étant septembre 2026.
Donc nous, on a découpé en 6 phases, donc l'accompagnement. Donc dans un premier temps, même si on est aujourd'hui en avril 2025, donc la première étape étant de faire un état des lieux et cartographie de tous vos flux. Donc aujourd'hui, quels sont vos produits qui sont sujets à la facturation électronique? Donc ça, c'est un premier point. Donc cartographie, tous vos flux avec voilà, votre outil comptable, qu'est-ce qui rentre, qu'est-ce qui sort, qu'est-ce qui peut être susceptible de toucher la facturation électronique. Dans un deuxième temps, on est donc sur une montée de version, donc V11. Comme vous avez pu l'entendre, c'est un outil, enfin la V11 R2 est un prérequis pour avoir au minima le Sage Network. Donc sur les autres versions, on n'a pas le Sage Network dedans. Donc, et par la suite, on aura certaines connectivités qui arrivent. Donc c'est important de passer en V11 très rapidement. Pourquoi? Parce qu'il y a une phase de paramétrage, une phase de test et un accompagnement des utilisateurs qui peut prendre du temps. Et plus vous êtes sur des versions anciennes, et plus le temps sera rallongé. Ensuite, il y a la phase de mise en conformité. Donc, mise en conformité, on a vu les tiers, mais il n'y a pas que les tiers. Il y a les codes EDI qu'on a pu voir donc, sur les règlements, sur les unités, etc. Et donc là, il y a la solution qui est le Sage Data Clean Control que Flozy vous a présenté. Donc, après en amont, voilà, traiter les doublons, donc les doublons, les tiers sans sirène, sans sirette. Mais aujourd'hui, le conseil qu'on peut vous apporter, c'est commencer à bien créer vos tiers avec des sirettes. Voilà, faire attention à cette partie-là. Ensuite, on a le choix du PDP, donc même si ça peut être fait avant, donc le PDP ou OD, donc se dire est-ce qu'on utilise SFD, donc la partie qui a été présentée tout à l'heure, ou alors un autre opérateur. Donc l'idée est derrière de partir dans la phase de paramétrage. Donc on aura des OD, on aura des PDP et une phase de paramétrage entre les deux, donc comme des interfaces par exemple, et aussi que vos équipes comptables soient prêtes aujourd'hui. Donc, vos équipes comptables, il va falloir leur remontrer une autre façon de travailler, donc le métier comptable évolue, donc pour qu'ils soient prêts, on va dire, en septembre, pour savoir réceptionner ces flux-là. Donc voilà, est-ce que vous avez des questions? Enfin, je vais aller un peu plus vite pour un timing. C'est notre faute. Non, il y a une étape qui est assez importante, c'est l'étape 4, la mise en place de l'OD et PDP. Parce qu'en fonction du périmètre fonctionnel qu'on a sur la BIL, il peut y avoir des interconnexions, des interfaces qui sont différentes. Quand vous avez les processus opérationnels notamment, on va rapprocher des éléments entre eux. Donc voilà, il y a aussi cette partie-là qui est à anticiper, qui est à préparer en amont. Et que ce soit dans un environnement Sage ou un environnement tierce, le sujet est le même. Donc cette étape-là, elle est particulièrement importante. Et donc l'objectif pour nous, c'est d'aller le plus rapidement possible pour nos clients sur cette version 11, sachant que comme le disait Flozy, en fait, il n'y a pas aujourd'hui d'annonce sur une version 12. L'objectif de Sage, et m'arrêtez si je dis une bêtise, hein, c'est de maintenir cette version jusqu'au déploiement de la facture électronique et de procéder par patch régulier pour être toujours up-to-date par rapport au cahier des charges de la DGFiP, par rapport à tout ce qui arrive en termes de nouveautés. Donc nous, c'est les principes qu'on propose aujourd'hui à nos clients. Au-delà de la migration, c'est aussi cet accompagnement pour prendre les mises à jour régulièrement pour s'assurer qu'on arrive tranquillement sur la bascule avec une solution qui est à jour, qui est up-to-date, toutes les interfaces qui sont calées et donc pas de surprise au dernier moment, sachant que il y a beaucoup de sociétés qui vont devoir migrer leurs outils, qui auront plus ou moins le temps pour le faire. Donc il y aura très certainement un goulot d'étranglement assez sympathique quand on arrivera et on attaquera 2026. On reste disponible quoi qu'il arrive, aussi bien les équipes de Sage là, pendant l'intermède que les équipes Linopsys. On est là pour vous écouter et puis éventuellement préparer de la documentation à vous envoyer pour que vous ayez tous les éléments de reprise. Merci à tous.